Un chien en danger à cause d'un serpent mortel. Il est très énervé. La communauté de Lakeside menacée par un alligator. Oh Seigneur, c'est lui. Une fillette nez à nez avec une chauve-souris dans sa chambre. Je lui répétais, reste baissé. Elle va redescendre. Et une rencontre rapprochée avec un ours noir. Les animaux nous entourent, parfois d'un peu trop près. Préserver l'équilibre entre les hommes et la faune sauvage, c'est le travail des Animal Extractors. En Floride, les agents spécialistes des alligators Rick Kramer et Scott Petrone répondent à un appel d'urgence. Ils sont en route vers les abords de la ville de West Palm Beach, où ont lieu les plus fréquentes invasions d'alligators des États-Unis. Les lacs artificiels, proches des habitations non protégées, abritent des alligators affamés. Cette femme a deux petits chiens et elle est inquiète parce qu'un alligator rôde près de sa maison. Il se balade, les arde au soleil, fait la sieste. Elle essaie de le chasser, mais il bouge pas. Il lui monte ses crocs. Elle est effrayée, ce qui est tout à fait normal. Rick rencontre la propriétaire, Debra Wine-Simon, et ses chiens. En jouant près du rivage, ils ont failli se faire dévorer par l'alligator. Regardez ce petit ange. Il s'en est sorti, mais c'était moins une. Les résidents ont pris des photos de l'alligator au bord de la rive. Le reptile était de l'autre côté du jardin. D'accord. Il était assez loin. C'est pas un petit gabarit. Ouais. Regardez la photo suivante. Il était à des centaines de mètres. C'est loin pourtant. Il mesure environ 2,80 m. Vraiment? Vous voyez? Impressionnant. Debra est inquiète pour ses chiens. Le problème, c'est que cet alligator n'a pas de quoi manger. Mes chiens sont mes bébés. Et j'ai l'impression que ce prédateur a compris qu'ils habitaient là. Et il sent leurs odeurs. C'est pour se remplir la panse qu'ils restent ici. J'en suis certaine. Vu l'urgence de la situation, Rick et Scott vont commencer leur mission de nuit. J'ai des œufs pour le petit déjeuner. Je vais bien m'occuper de vous. À quelle heure il faut que je vienne? Vous ne bougez pas d'ici tant que la bête est là. Le lac derrière la propriété est grand. L'alligator peut être n'importe où. Cette femme vit près de la rive et ses caniches nains intéressent l'alligator. Elle en a marre de vivre dans la peur. Bienvenue dans le sud de la Floride. Les chiens font partie de la chaîne alimentaire des alligators, c'est certain. La nuit, les alligators sont difficiles à repérer. Heureusement, leurs yeux réfléchissent la lumière et brillent orangés. Rick éclaire le lac avec sa lampe torche, mais il n'y a aucun signe du prédateur. Je vais tourner un peu dans le coin pour faire du repérage. Cette nuit est idéale pour chasser, mais pour l'instant, on ne sait pas où il est. Il se déplace peut-être pour trouver une femelle, ou il se cache dans des hautes herbes. Rick conduit autour du lac. Il commence à se faire tard et il ne voudrait pas effrayer les voisins avec ses lumières. Si on éclaire l'arrière des maisons, les habitants se demandent ce qu'on fabrique. Ils paniquent et ils appellent la police aussi sec. D'où les torches à faible intensité. On a vérifié toutes les étendues d'eau et on n'est pas tombé sur l'alligator. C'est lui le plus malin ce soir. Rick et Scott reviendront demain. Ils sont déterminés à débarrasser le voisinage de l'alligator en toute sécurité. Le matin suivant, Rick et Scott retournent dans la communauté de West Palm Beach. L'alligator est toujours là, quelque part.
Allez, Coco, montre-toi. On revient à Valencia Shore pour attraper un alligator de 2,80 m qui traînait là l'autre nuit. J'espère qu'on le verra, qu'il se montrera cette fois, qu'il viendra voir son papa. En arrivant au lac avec leur matériel, Rick et Scott constatent que les conditions ne sont pas favorables. Le vent s'est levé, et l'agitation de l'eau rend la localisation de la bête plus difficile. Vous voyez la zone là-bas, sans vent? L'eau est calme à cet endroit. Quand il y a du vent, les alligators préfèrent rester là, ou alors ils reviennent se cacher dans les hautes herbes qui longent la rive. J'attends de le voir surgir. On va quand même aller vérifier de l'autre côté. On viendra après du côté venteux. Tu veux que j'y aille en premier? Ouais. De l'autre côté du lac. Rick a repéré quelque chose. Regardez là-bas. C'est juste une ombre. À mon avis, il va apparaître le long de la rive, là où il n'y a pas de vent. J'ai regardé les côtés du canal. Il est pas dans le coin. Soudain, l'alligator apparaît, exactement là où Rick l'attendait. C'est lui. Je te l'avais dit. Les agents doivent agir prudemment. Trop de bruit et l'alligator retourne se cacher. Rick lance sa ligne sur l'alligator. Chope-le. Là-bas. Oui, chef. À présent, la lutte commence. Rick et Scott travaillent en équipe pour encercler l'alligator avec leurs lignes afin de pouvoir le rapatrier sur la rive. On essaie de le tirer vers la terre. Oui, je tiens la ligne pour que ce soit plus facile pour toi. Par là, par là. Ma ligne s'est prise dans la tienne. Il faut un deuxième hameçon. Je suis pas sûr que le premier lancé ait été efficace, à cause du vent qu'il a déporté. Tant qu'à avoir deux lignes, autant avoir deux hameçons. Je vais stopper la ligne. Non, 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 donne du mou, on a assez de fil. L'alligator cherche à s'enfuir par le tuyau de drainage du lac. Il est impératif que Rick et Scott mettent la main sur lui avant qu'il ne s'échappe. Je le vois, il est juste là. L'alligator est en surface. Rick saute sur l'occasion. Ne lâche pas, ne lâche pas. Son deuxième lancer est un succès, mais l'alligator se débat avec force. Tire, vas-y, tire-le. L'alligator fatigue, mais avec ses 12 crocs acérés et une queue très puissante, Rick reste méfiant. Le moment crucial est arrivé. Tu le tiens, Rick? Recule, Scott. On t'a eu, on t'a eu. C'est dur, surtout quand la lutte se fait au loin. Il faut bien le tenir. Je vais chercher le ruban. Ouais, Les agents ferment la gueule de l'alligator avec du ruban adhésif afin qu'il ne les morde pas. l'alligator n'a pas de force dans la gueule quand il l'ouvre. C'est quand il la referme. On lui met du ruban adhésif autour de la mâchoire. Comme ça, on n'aura pas de problème jusqu'à ce qu'il soit au parc. Une fois l'alligator bâillonné dans le coffre, Debra, la propriétaire des chiens, vient le voir de plus près. Oh Seigneur, c'est lui. Je le reconnais. J'ai pas encore relevé ses empreintes ni son ADN. Je vous avoue que je n'osais plus laisser mes chiens aller dehors.
Je vous avais dit qu'on l'attraperait. Je vous remercie. C'est chose faite. Comment se fait-il qu'il ne s'échappe pas du coffre? Parce qu'il est fatigué, il a fallu qu'il se débatte. D'accord. On était toujours sur nos gardes. C'est fou de payer aussi cher une maison magnifique dans un endroit paradisiaque et de ne pas pouvoir profiter de son jardin. C'est ridicule. Et on ne peut même pas lui en vouloir. Son instinct animal l'a guidé jusqu'ici. Ça fait partie du jeu. La persévérance de Rick a été payante. Sa mission a duré 2 jours, mais le molosse n'est plus dans le lac. Pour les chiens de Debra et le reste de la communauté, la menace est éliminée. Une terre magnifique au nord de la Californie. 2 spécialistes des crotales, Len et Heather Ramirez, répondent à l'appel de Leslie et Alan Hines. Depuis 18 mois, leur chienne est régulièrement attaquée par un énorme serpent à sonnette. La chienne s'est fait mordre 4 fois de l'autre côté du lac d'Eldorado Hills. Ces gens en ont assez des crotales qui pénètrent dans leur propriété. Ce n'est pas évident de les empêcher de passer. Ils ont même posé un grillage spécifique le long de la clôture, qui est censé barrer la route aux serpents. Mais leur chienne s'amuse à le grignoter. Et du coup, il y a de nombreux trous dedans, qui permettent aux serpents d'entrer facilement dans la propriété. T'as parlé à Leslie? Elle t'a dit comment va la chienne? Non, j'ai pas de nouvelles. Elle m'a juste parlé du serpent dont elle veut se débarrasser. C'est là à gauche. Le propriétaire inquiet attend les agents. Sa chienne n'a pas vu le vétérinaire, mais elle semble aller bien. Ravi de vous rencontrer. Comment va la chienne? Elle va bien. Elle a encore été mordue à la babine. On lui a tout de suite donné un antivenimeux, mais le poison avait déjà fait gonfler sa bajoue et son cou. Ce matin, elle allait beaucoup mieux. Mais ça fait 4 fois qu'elle se fait mordre en 18 mois. Je crois qu'à force, elle a créé des anticorps. On va faire de notre mieux pour résoudre ce problème. Il est peut-être piégé par le grillage. C'est possible. Allons voir. D'accord. La fille des propriétaires a peur pour sa chienne. Elle s'appelle Tess. Elle a 8 ans. C'est un épagnol. Elle avait déjà été mordue 4 fois et là c'est la 5e. Ma sœur et moi, on a eu très peur pour elle. On croyait qu'elle allait mourir, alors on a veillé sur elle toute la nuit. J'espère qu'ils vont trouver le serpent. Alors, par où on commence? Le jardin du propriétaire est un paradis pour serpents. Les agents cherchent le reptile. Ce jardin est vraiment magnifique. Le terrain est grand et il y a beaucoup d'endroits où les serpents peuvent se cacher. Le long des murets, sous les pierres, dans des coins ombragés, le long de la clôture. On a une grande zone à couvrir, ce qui va nous prendre pas mal de temps. Mais la petite chienne doit apprécier notre aide. C'est insupportable de savoir que son chien est constamment mordu, mais ces animaux ne retiennent pas la leçon. C'est le territoire de la chienne. Elle protège sa famille. C'est logique qu'elle le pourchasse, mais c'est un drame qu'elle se fasse mordre. Ça fend le cœur. C'est triste. Le crotal est le seul serpent venimeux originaire de Californie. Il a une vitesse de frappe de 2,40 m par seconde. Le développement fulgurant de l'immobilier augmente le nombre de problèmes avec les serpents, et les animaux domestiques en sont souvent les victimes. La nuit tombe et l'équipe n'a pas encore localisé le serpent. La chasse prend fin.
Il répare le grillage de la clôture et sécurise le terrain. On a cherché le serpent partout, mais on ne l'a pas trouvé. Ça arrive parfois. Il y a trop de trous dans le grillage. Il s'est sûrement enfui. Sur le chemin du retour, les Ramirez sont arrêtés par un vigile dans le même quartier. Par chance, on était encore dans les parages. Un vigile est tombé sur un serpent il y a 5 minutes et il nous a contactés. Notre nouvelle mission est de le débarrasser de ce serpent. Bonsoir Rachad, ça va? Heureusement qu'on était dans le coin. Comment vous avez su qu'il y avait un serpent? On l'a entendu sonner. Alors on s'est approché. Il ne s'arrêtait pas. On a regardé en dessous de la boîte et on a vu ce gros serpent. Il est gris et blanc. Ses couleurs sont bien distinctes. Il a une bonne taille. C'est vrai. Len pense que ce serpent correspond à la description du gros reptile qui a mordu la chienne. Allons-y. Le serpent, ne voulant pas être découvert, s'est caché dans un boîtier électrique. C'est une situation critique pour Len, Heather et le serpent. Leur pince en métal peut être conductrice de courant et les électrocuter. Seulement, ce serpent doit être capturé. Je vais essayer par le côté. Plus le reptile s'énerve, plus il est bruyant. Il est très énervé. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Il est devant? Non, il est reparti sur la droite. Tu veux que je m'approche pour voir si je peux... Non, 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 surtout pas. On D'accord. l'aura comme ça. Il bouge. Le bruit provient d'un autre endroit. Il est par là. C'est bon. Je le pousse vers toi pour qu'il sorte. D'accord. Il est de l'autre côté. J'y vais. Parfait. Je le vois. Il sort un peu? Je vois une partie de son corps. Je peux essayer de l'attraper. Je m'en occupe. Prends-le, mais attends qu'il sorte un peu plus. D'accord. Les minutes passent et le serpent devient très agressif. Allez, Il se calme. il sort de ton côté, Hélène. Un faux mouvement et Heather se retrouve face à face avec le crotal au crochet rempli de poison mortel. Ça y est, il sort vers toi. Je veux pas le tirer et le blesser. Il va de ton côté. Il se déplace. Il grimpe dans le boîtier. Je vois sa tête. Juste là. Laisse-le, laisse-le. Je l'ai. J'ai besoin de la pince. Pendant que Heather tente de capturer le serpent, il essaie de la mordre. C'est bon. Je viens vers toi. Allez, mon beau. J'essaie de t'aider. J'essaie de t'aider. Le crotal est déterminé à s'échapper. Faut mettre le couvercle sur la boîte au plus vite. Oui, attends. Ferme-le. Prêt. J'enlève la pince. Oh, il est furieux. Après une sacrée lutte, le crotal est mis hors d'état de nuire. Tape-moi 5. Ouais. Bravo. Ce serpent est en bonne santé. T'as vu? Il est magnifique. Magnifique. C'est un mâle. En forme. T'as vu la tête qu'il a? Elle est énorme. Ce crotal est balèze. C'est super. Il s'est bien défendu. C'est une question de vie ou de mort, alors ils font tout pour se protéger. Heureusement qu'on nous a appelés. On a fait notre travail en attrapant ce crotal. Il pourra continuer à vivre, mais ailleurs. Il est un peu secoué. L'énorme serpent à sonnette est en lieu sûr. On dirait du bacon qui grésille. Len et Heather prévoient de relâcher le crotal d'ici quelques jours dans la nature, bien loin des chiens domestiques. À Toronto,
les agents de Triple Wildlife se préparent pour une nouvelle mission. Brad Gates et Pete Nolan ont eu un appel d'un propriétaire dont la maison est envahie par les chauves-souris. Elles volent à l'intérieur et sont même rentrées dans la chambre d'un enfant. C'est l'habitat idéal pour les chauves-souris. Oui, il y a de l'ouatine partout et ça facilite le passage des chiroptères. C'est vrai. Elle raffole de ce genre de maison. Bonjour Richard. Bonjour. Je suis Brad de Triple Wildlife. Content de vous voir. Vous avez un problème de chauve-souris? Oui. Les habitants de cette maison vivent un véritable calvaire. La nuit dernière, Kelly et la petite se trouvaient dans une des chambres. J'avais tout fermé. Les chauves-souris volaient. Je suppose qu'elles sont arrivées par cette chambre. À l'étage? Ouais. Je lui ai répété « Reste baissé, reste baissé ». Et elle me disait « Je reste baissée, maman ». Elle a 5 ans. On a rampé à l'extérieur et on a fermé la porte. Bravo, vous avez bien réagi. Pete jette un œil à l'extérieur de la maison afin de trouver par où elles s'introduisent. Cette ouverture est suspecte. Je ne sais pas si vous voyez les trous noirs sur le bois jaune et aussi sur la colonne de la cheminée. C'est par là que les chauves-souris s'introduisent dans la maison. Tu les vois voler la nuit? Abby, la fillette de 5 ans, explique à Brad ce qui s'est passé. Les chauves-souris étaient des petits bébés. Celles qui sont venues étaient des bébés? Ouais, Tu sais comment elles sont entrées? ouais. Comment? Elles sont entrées par le trou. T'as raison. Elles sont entrées par les petits trous et elles apprennent à voler. Les chauves-souris sont des créatures nocturnes, mais Brad et Pete savent où les trouver. En suivant les signes, Brad grimpe à l'échelle et comprend vite d'où vient le problème. Il y a 3 chauves-souris, les yeux ouverts. Elles me regardent. Elles se sont sans doute réfugiées ici parce qu'il fait très chaud dehors. Elles ont un peu d'air ici. Elles sont prêtes à s'envoler à la tombée de la nuit. De retour à l'intérieur, Brad se rend dans la chambre où dorment les chauves-souris. Une chauve-souris fait la taille d'une souris. Cette maison est immense et ce n'est pas évident de trouver les endroits où elles se cachent. On commence par la chambre où elles ont été aperçues. Voici la chambre dans laquelle elles étaient hier soir. Pete a trouvé le point d'entrée des chauves-souris dans la maison. C'est une trappe d'aération. Ça d'espace, ça leur suffit pour passer. Cette trappe n'est pas un souci pour elles. Elle est reliée au conduit d'aération, non? Je ne veux pas les blesser. Je ne cherche pas à leur faire du mal. Mais elles doivent quitter cette maison. C'est troublant quand elles volent au-dessus de vous la nuit. Je retourne l'armoire pour voir derrière. Elles sont difficilement visibles. Après une recherche approfondie, la chauve-souris est repérée. Je peux facilement l'attraper sans qu'elle s'envole dans la chambre. Quoi qu'il en soit, elle ne peut pas s'échapper. Tout va bien, ma belle. Elle est très calme, mais elle s'accroche. C'est une grosse chauve-souris brune. On la reconnaît à sa grande mâchoire. Les petites n'ouvrent pas autant la gueule. Elle mange des insectes, pas des humains. Il peut arriver qu'elles aient la rage et qu'elles mordent des animaux et des gens, mais c'est très rare. Ce sont des créatures étonnantes. Je vais essayer de vous montrer la membrane de peau sur ses ailes. La chauve-souris est somnolente. Brad fait attention de ne pas endommager ses ailes. Voici les ailes d'une chauve-souris brune. Sa queue est reliée à ses jambes par une membrane de peau qui lui permet d'effectuer des vols actifs et ainsi de capturer des insectes. Elle ne les capture pas avec sa gueule, mais avec la membrane entre ses pattes, et puis elle utilise sa queue pour les projeter.
Et au bout de l'aile, elle possède un petit crochet qui lui sert pour ramper. Les agents amènent la chauve-souris dehors pour la relâcher. Je vais la poser sur l'arbre de façon naturelle. Je la couvre quelques secondes pour la réchauffer. Elle commence déjà à grimper. Ça y est, elle s'est envolée. Elle passe entre les arbres. Elle va un petit peu tourner en rond. Elle fait quelques tours pour prendre de la vitesse. La chauve-souris est hors de la chambre de la fillette de 5 ans. Cependant, Pete et Brad ont encore à débarrasser le grenier de la colonie de chauves-souris. Ils attendent le crépuscule pour refermer le trou sur le côté de la cheminée. À la nuit tombée, les chauves-souris se réveillent et s'apprêtent à se nourrir. Le soleil se couche. D'ici une dizaine de minutes, elles devraient se réveiller à tour de rôle. Ensuite, on les verra sortir, une à une. Je commence à entendre du bruit. Je pense qu'elles se mettent en position pour s'envoler. Elles ne vont pas tarder à sortir de leur trou. Ça y est. Il y en a encore à l'intérieur. Je les entends remonter le long de la colonne. La plupart des chauves-souris étant parties, Brad se rend à sa camionnette pour prendre une porte ne s'ouvrant que d'un côté. Alors là, je prends une porte qui ne s'ouvre que d'un côté. Elle est plus petite que celle utilisée pour les écureuils et les ratons laveurs. Je monte en haut de la colonne pour la fixer devant l'ouverture. La porte empêchera les chauves-souris de s'introduire dans le grenier. On a vu une quarantaine de chauves-souris sortir par ce trou. Donc, j'installe une porte à entrée simple devant. La plupart d'entre elles sont sorties, mais au cas où il en resterait, cette porte leur permettra de pouvoir s'échapper. Mon travail est terminé. Les chauves-souris iront se nicher ailleurs. Brad et Pete rentrent chez eux après avoir accompli leur mission. Les propriétaires des lieux et leur fille de 5 ans peuvent dormir tranquilles. Plus tôt dans la journée, Len et Heather Ramirez ont capturé un crotal agressif d'1,20 m qui attaquait un chien dans une propriété du nord de la Californie. Tapement 5. Ouais. Le serpent à sonnette est maintenant en sécurité au ranch de Len et Heather. Tous les animaux qu'ils sauvent sont dans des containers spéciaux jusqu'à ce qu'ils soient relâchés dans la nature. Cette journée va être sympa. On va relâcher ce reptile fougueux qu'on a attrapé à Eldorado Hills. C'est un serpent très agressif. Du moins, il l'était quand on l'a capturé dans un boîtier électrique. Sa tête est énorme. Il sera content de se retrouver dans la nature. Il est vif. Il est très tôt, donc il est encore un peu endormi, même s'il est quand même agressif. Len charge le crotal dans une caisse rafraîchissante pour le voyage. La température basse l'aide à garder l'animal au sang-froid calme avant sa libération. Aujourd'hui, nous relâchons un crotal dans la Sierra Foothills. Il ne dérangera plus les habitants. Pour moi, la libération d'un animal, c'est comme de finir un puzzle. Toute la semaine, on a récupéré des pièces du puzzle. Une fois qu'on a relâché les serpents, le puzzle est terminé. Allons libérer ce serpent.
Cet endroit est très beau. Il y a des rochers ici, ce sera parfait. Le nouvel habitat doit être parfait, avec de la lumière et des ombres, de bonnes cachettes, et le plus important, à des kilomètres de la population humaine. Ici, ça m'a l'air bien. Surtout pour ce gros serpent noir qu'on a trouvé grâce au vigile. Il est juste sur le dessus. Il est prêt à sortir? Oui, il est prêt. Il est trop beau. Je le sors tout de suite. C'est un gros serpent à sonnette. Oui, c'est sûrement le roi des crotales. Son corps est très large. Je le prends en photo. Ce spécimen était très excitant à attraper. Il est trop beau. Je sais que t'aimes pas que je m'approche de toi. Il est dans son élément maintenant. La libération de ce serpent mérite d'être photographiée, même pour l'Anheuser. 1,20 m de long, c'est l'un des plus grands qu'ils ont été amenés à rencontrer. Il est à présent de retour dans la nature. À Toronto, Brad Gates et Pete Nolan répondent à l'appel d'un propriétaire inquiet. Des écureuils ont pénétré chez lui et causent certains problèmes. Vous avez un tissu pour recouvrir le tapis? Ouais. C'est dans cette pièce? J'étais sur le toit en train de les observer, et puis je les ai vus pénétrer dans le trou, et j'ai dit, voilà, j'ai des écureuils dans mon grenier. Vous dites avoir vu la mer il y a 1 ou 2 jours? Il me semble l'avoir vue samedi. Si la mère est à l'intérieur, ça veut dire que les petits le sont aussi. Il faut la chasser en premier. Oui, elle va essayer de nous éviter. Si elle n'a pas envie de protéger ses bébés, elle ressortira par le trou d'elle-même. Faites de votre mieux. T'es prêt? On monte au grenier? Ouais, pas de problème. Le grenier, chaud et étroit, n'est pas sans danger pour Brad et Pete. Durant l'été, les températures avoisinent les 50 degrés et la poussière est un réel problème. La chaleur est déjà pesante. Ça n'a pas l'air occupé. J'entends rien. Aucun glapissement. Regarde ça. Il s'est passé quelque chose ici. Il y a un gros tas. C'est un gros nid de guêpe. Quelque chose a rampé dedans. Ils ont dû avoir des attaques de guêpes, parce qu'il y a un nid énorme. Je viens de voir quelque chose bouger. Oui, je l'ai vu aussi. C'est très clair. Il y a une bête là-dedans. Fais attention. C'est confiné ici. Si on croise la mer... Il faut approcher du nid avec précaution, car la mère couvre sûrement ses petits et elle risque de nous charger. J'ai le bébé, Brad. C'est vrai? Il est très jeune. Waouh! Tu le vois? Il a quelques jours. C'est un nouveau-né. Il est si petit. Ça bouge encore. Il y en a d'autres. Attends une minute. Cet écureuil a 2 ou 3 jours. Il a déjà perdu le cordon ombilical. Donc il a plus d'1 jour et demi. Mais il est moins potelé que ce qu'il devrait. Brad, il y en a un autre. Mets-les dans le sac conçu pour les écureuils, pour qu'ils restent réunis. Il n'y a aucune trace d'un adulte ici. C'est étonnant que la mère ne soit pas là pour couver ses bébés, surtout vu l'âge qu'ils ont. Je crois qu'il y en a encore un. Ça en fait 3. Brad s'inquiète de l'état des bébés. Je trouve que ces bébés sont très maigres. Ils n'ont pas les rondeurs qu'ils devraient avoir à cet âge.
J'en arrive à me demander si la mer est dans les parages. Je vois même leur cage thoracique. Brad, Oui? il y en a un qui est mort. Oh non. Si. C'est triste. Regarde. À mon avis, le fait qu'il y ait un bébé mort parmi les autres, dans un nid qui n'est pas très douillet, ça pourrait très bien signifier qu'il est arrivé quelque chose à la mère. Il est sûrement mort ces dernières heures. C'est trop chaud là-haut. Il y avait des bébés dans le grenier. Ah bon? On en a trouvé 4, et on pense que la mère n'est plus dans le coin, car ils sont très maigres. Ils devraient être potelés, pleins de vitalité et pleurer quand on les touche. C'est pas le cas du tout. D'accord. Vous n'avez pas vu la mère depuis un moment, c'est ça? Depuis peut-être 5 jours. 5 jours. Dimanche, je crois. J'étais monté sur le toit pour rembourrer les trous du toit. C'est là que j'ai vu des traces de la mer qui entraient et sortaient. D'accord. Ça l'a peut-être dissuadé de venir. Alors, dimanche, c'est la dernière fois que vous avez vu des traces de la mer. Ouais. Oui, Donc, ça fait 4 jours qu'ils sont sans leur mère. ouais. Sans leur maman, la chance de survie de ces petits est mince. Brad et Pete doivent les conduire dans un centre de soins pour des analyses complémentaires. C'est pas le résultat qu'on s'attendait à avoir. Toutes les indications prouvent que la mère n'est plus dans les parages. Concernant notre client, il n'a plus de soucis à se faire. En revanche, nous allons chez le vétérinaire pour qu'il s'occupe des bébés. Les bébés écureuils vont devoir se battre pour survivre. Heureusement, les agents les ont sortis du grenier où il faisait 50 degrés. La journée de travail s'achève pour Brad et Pete. Carl Lackey, le spécialiste des ours de Nevada Department of Wildlife, est en patrouille. Il se trouve dans la région du lac Tahoe afin de repérer 2 ours qui rôdent près d'un camping. Un marathon a lieu, et l'ours, attiré par la nourriture du camping, est une menace pour les coureurs. On est dans le parc de Spooner Lake. Depuis 3 ou 4 heures, un ours grommelle dans le coin. Il n'a fait de mal à personne. Mais ses apparitions furtives pour la nourriture sont effrayantes. Carl a posé un piège hier et a capturé un ours sans le blesser. J'ai eu un ours ce matin, mais ce n'est pas celui qui rôde autour du camping. Pendant que le premier ours est dans la cage, l'autre se balade tranquillement. Le premier ours n'est plus nuisible. Carl cherche à présent le deuxième. La seule vraie raison qui nous pousse à l'attraper, c'est qu'un marathon commence demain matin. Beaucoup de monde va y assister et camper en apportant de la nourriture. Si on peut encourager cet ours à passer le week-end ailleurs, on le fera. Carl et ses 2 chiens, Striker et Rooster, chassent l'ours avec le garde forestier Dave Patula, qui a déjà fait un repérage. Il est là. Carl veut chasser l'ours du coin en utilisant une technique d'effarouchement. Si l'ours se sent menacé, il est capable de donner des coups fatals aux coureurs qu'il croiserait sur son chemin. Oui, Striker l'a vu. Vas-y, mon chien. Trouve-le. Trouve l'ours. Trouve l'ours. Chope-le. Chope-le. Vas-y.
Vas-y. Chope-le. Trouve-le. Allez, il est dans l'arbre. Trouve l'ours. Allez, aboie, Striker. Allez, aboie, aboie. Aboie lui dessus. C'est bien, oui, t'es un bon chien. Carl identifie l'ours grâce à son marquage à l'oreille. C'est une petite femelle qu'on a capturée il y a 2 ans dans ce coin qui mangeait la nourriture laissée par des campeurs. Elle n'est pas loin de chez elle. On la chassera une fois de plus demain, et au bout d'un moment, elle finira par comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue ici. Ça peut prendre un peu de temps. L'ours reste perché dans l'arbre. Carl vérifiera demain si elle est encore là. Pour l'instant, il se rend sur le lieu de la course pour administrer quelques conseils. Mesdames, juste un rappel, tout ceci devra être stocké dans le véhicule pour la nuit. Bien sûr. La plupart sera écoulée d'ici cet après-midi. Le peu qui restera pour demain sera enfermé dans notre véhicule. On prévoit 400 coureurs ces 2 jours. Je reviendrai demain. Super. Et peut-être aussi dimanche pour vérifier qu'il n'y a pas eu de problème. Bien, merci. Merci à vous. C'est gentil. Carl et le garde forestier s'intéressent à présent à l'ours en cage. Il n'est pas tatoué, ce qui signifie que c'est un nouvel ours. Question recherche, et d'un point de vue biologique, c'est toujours intéressant de découvrir un nouvel ours. Il n'est pas très grand. Je pense que c'est une vieille femelle. À confirmer, je lui injecte un cocktail pour un poids de 90 kilos. C'est un mélange d'analgésiques, de tranquillisants et de sédatifs. Une fois que les tranquillisants font effet, Carl et Dave examinent l'ours. C'est une femelle. Elle n'est ni marquée ni tatouée. C'est donc une nouvelle bête. Elle est d'âge moyen. Elle a beaucoup de dents, mais ses incisives sont toutes usées. Je dirais qu'elle a 10 ou 12 ans. C'est étonnant que tu l'aies jamais croisé. Oui, je sais. Aujourd'hui, tu devrais connaître tous les ours de la région. D'accord. On met une étiquette sur son oreille, puis on va la tatouer, prendre ses mesures et quelques échantillons. Ensuite, elle pourra repartir. Maintenant que l'ours est marqué, Carl l'identifiera plus facilement si elle croise à nouveau son chemin. Le tatouage dans la gueule est une sécurité au cas où l'étiquette s'en irait. Peux-tu prendre un échantillon de ses poils? Enroule-les et tire-les d'un coup. Ils s'arracheront facilement. Elle était sûrement dans les parages et évitait les humains, à moins qu'elle ne vienne d'ailleurs. C'est ce que nous dévoilerons ses poils. Ça fait 7 ou 8 ans qu'on fait des tests ADN avec des poils, afin de connaître les origines et la provenance de ces ours urbains. Carl emmène la bête loin d'ici. Avec ses centaines de coureurs sur ces 2 jours, il ne prend aucun risque. Mais le vrai challenge aura lieu demain. Il relâchera l'ours dans un endroit sûr. Il devra compter sur sa grande expérience pour que lui et l'ours restent indemnes. À Toronto, Pete Nolan et Brad Gates de Triple Wildlife répondent à l'appel d'un propriétaire inquiet. Ils font face à une nouvelle situation difficile. Un écureuil a fait son nid dans une cheminée. Les efforts du propriétaire pour effrayer le rongeur n'ont fait que le pousser à s'installer plus bas.
Extraire des écureuils d'une cheminée est un véritable défi. Les mères sont toujours, de par nature, agressives lorsque leurs petits se trouvent dans des endroits confinés, parce qu'elles se sentent encerclées et menacées. Elles passent facilement à l'attaque. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien, merci. Je suis Pete et voici Brad. Bonjour, contente de vous connaître. Vous avez une invasion d'écureuils dans votre cheminée? Oui, effectivement. Il y en a deux. Ce sont des écureuils noirs. On les surveille depuis le début. Ils se nourrissent dans la mangeoire des oiseaux, du coup on a arrêté de la remplir. Ensuite, le fils de mon voisin s'est aperçu qu'il s'asseyait en haut de la cheminée. Il leur a jeté une pierre qui est tombée dedans et les écureuils ont sauté dedans eux aussi. C'est un problème. Je sais. Depuis, ils sont devenus très agressifs. Ils nous jettent des choses dessus. Nous allons chercher l'échelle et l'équipement nécessaire. Et nous allons essayer de régler ce problème. Super. Les écureuils rongent les fils électriques pour aiguiser et nettoyer leurs dents. Seulement, ils créent des pannes de courant et des incendies électriques. C'est pour ces principales raisons que les agents doivent extraire ces écureuils de la maison. Tandis que Brad scrute la colonne de la cheminée, il tombe sur une surprise. Il y a bien deux écureuils, mais il s'agit d'une mère et son petit. Elle est agitée. Ah, elle a un bébé. C'est vrai? Oui, je le vois. Cool. Il a environ 2 ou 3 semaines. Et j'en vois qu'un. Il a déjà de la fourrure? Non. Non? Il est rose? Oui, mais il est gros. Bien. Tu jettes un œil, Brad? Ouais. La première mission est d'extraire la mère de la cheminée. Mais ce n'est pas une tâche facile. Ses yeux latéralement placés lui permettent d'aviser les prédateurs. Cette mère qui protège son petit pourrait mordre méchamment si elle se sent coincée. J'essaie d'enrouler un collet autour du petit pour pouvoir le remonter. Il se met à creuser. Ce petit monstre se tortille? Tandis que Pete tente d'attraper le petit, la mère voit l'opportunité de s'échapper. La perche de Pete est une échelle idéale. La voilà. Non, attends. Regardez, l'écureuil est descendu. Elle a réussi. Elle a grimpé sur le boulot du voisin. Elle n'ira pas loin vu que son petit est ici. C'est vrai. Alors, C'est un bonus. c'est un bonus. La mère n'est plus là. On n'a plus à s'en faire. Elle ne pourra pas nous attaquer ni nous mordre. Elle a grimpé dans un arbre, alors on peut maintenant se concentrer sur le petit en prenant notre temps pour ne pas le blesser. Super. Je le tiens suffisamment bien. Il arrive. T'es prêt à l'attraper? Oui, Le serre pas. trop chou. Le bébé semble en bonne santé. Il commence à être agile. Pourtant, ses yeux sont encore fermés. C'est déjà un bon grimpeur, grâce à ses longs doigts et à ses griffes bien développées pour son âge. Il a les yeux exorbités, c'est normal. Après, les paupières s'ouvrent. Ce petit bout a hâte de retrouver sa maman et il l'exprime. On va le laisser pleurer pour voir si la mère réagit. Viens, maman. La voilà. Allez, viens. Elle est sur le toit du hangar et elle remue de la queue. Elle n'est pas contente. Elle est en train de descendre. Elle traverse le jardin. Malgré les cris de son petit, la mère hésite à retourner sur le toit. Elle est sûrement intimidée par notre présence sur le toit. Mais elle va rester dans le coin. Elle exprime son mécontentement dans les buissons parce qu'on tient son petit. On a presque fini. Les agents ferment la trappe de ventilation de la cheminée pour que la maman écureuil et son bébé n'y retournent pas.
Prends ce qu'elle a utilisé pour le nid et mets-le dans la boîte du bébé. Ah, c'est poussiéreux. On va l'accrocher à la cheminée. Du côté ombragé, ce sera mieux. Histoire qu'il ne cuise pas. Je la mets en hauteur et je l'attache bien. C'est parfait comme ça. Je place le bébé à l'intérieur. Voilà. Je pense qu'elle est dans l'arbre et qu'elle nous observe. Dès qu'on quittera le toit, elle reviendra et escaladera la cheminée pour retrouver son petit. Les mamans écureuils sont très maternelles et elles ne veulent pas rester sans leur bébé. On reviendra demain. Puisque la maman écureuil est trop effrayée pour retourner sur le toit, Brad et Pete laissent le bébé dans une boîte afin qu'elle puisse le retrouver dans la nuit. Le lendemain, ils vont voir. Alors? C'est bon. Il est parti? Oui, Tant mieux. bonne nouvelle. Les ratons laveurs reviennent chercher leurs petits à 90%. Les écureuils à 99%. Ça s'est encore avéré vrai. Ça fait plaisir à voir. La maman écureuil et son petit étant en sécurité dans les arbres du voisinage et la cheminée fermée, l'histoire se finit bien pour la propriétaire ainsi que les rongeurs. Carl Lackey, l'expert en ours de Nevada Department of Wildlife, est dans la montagne au-dessus du lac Tahoe. Il a une mission très importante. L'ours qu'il a capturé sur le site où se déroule le marathon doit être relâché loin des coureurs. Je m'apprête à libérer Red 34, la femelle de 12 ans que j'ai capturée hier à Spooner Park. Je ne peux pas la relâcher là-bas à cause du marathon qui a lieu aujourd'hui et demain. Je ne tiens pas à ce qu'elle pourchasse des centaines de coureurs dans la montagne. J'ai pris l'autoroute pour me rendre dans un endroit où elle retrouvera un habitat naturel. Et les chiens pourront facilement la poursuivre. Carl lâchera Striker et Rooster, ses chiens, pour qu'ils repoussent l'ours plus loin. Il tirera également des balles en caoutchouc, afin d'accentuer sa peur des hommes. Cette manière de procéder empêchera l'animal de revenir vers la population humaine. Au moment où elle sortira de sa cage, je lui tirerai dessus avec des balles en caoutchouc pour que l'ours ait la peur de sa vie. On verra bien sa réaction. L'ours est imprévisible. Carl fait en sorte que l'animal associe les fusils, les chiens et le bruit aux humains, afin qu'elle ne s'approche plus des sites touristiques. Allez, ma belle, sors. Elle est particulièrement prudente. Allez! 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 Pars très loin! Les balles de Carl irriteront l'animal, mais ne le blesseront pas sérieusement. Les chiens le poursuivront. Bon chien. T'as réussi. Elle continue de monter. C'est bon, elle redescend. C'est ce que je voulais. Quelques minutes après, l'ours redescend de l'arbre. Carl a une seconde opportunité de renforcer le message qui est d'éviter les humains coûte que coûte. Laisse-le y aller. Laisse-le. Allez. Vas-y, grimpe. Les chiens de Carl aux trousses. L'ours finit par fuir.
À partir du moment où elle a décidé de partir, elle a décampé. Elle a couru et grimpé dans l'arbre. C'est exactement la réaction que j'attendais d'elle en la libérant. C'est mieux que de l'amadouer pour sortir de la cage. Ça m'étonnerait qu'on la revoie. Pour Carl, c'est encore une libération réussie et une fin heureuse pour l'ours.